BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h18 et mon invité, c'est le directeur général du Crédit Agricole, Philippe Brassac. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a une heure, vous avez créé vous aussi l'événement. Il n'y a pas que Total, il y a aussi le Crédit Agricole. 9,1 milliards d'euros de bénéfices nets. C'est le double quand même de l'an dernier, bravo. Les banques françaises font un beau tir groupé. On a eu le BNP Paribas à 9,4 milliards et la Société Générale aussi qui a annoncé ce résultat tout à l'heure, 5,6 milliards d'euros. C'est une belle moisson pour les banques françaises. Il faut que vous nous expliquiez comment on fait pour avoir d'aussi beaux résultats, alors qu'on était encore en crise et qu'on est en plus dans un contexte d'inversion des taux qui commence à se corriger. Mais finalement, vous en êtes très bien sorti. Justement, c'est totalement lié à l'économie. Beaucoup moins de faillites dans l'économie, c'est moins de pertes, c'est moins de provisions à passer pour les banques. Et donc, la bonne santé de l'économie, la bonne santé des banques, ça va ensemble. Donc, quand l'économie va bien, les banques vont bien. Mais plus particulièrement dans cette période-là, parce que vous savez que ces résultats sont reliés avec, soulignons-le, la réussite de cette opération gigantesque que nous avons menée avec l'État en 2020-2021, notamment avec les PGE, pour protéger l'économie, pour la sauvegarder. Donc ces résultats sont reliés à cela. Et puis très clairement, ils sont très utiles pour pouvoir financer massivement les transitions que la société va devoir affronter dans les années qui viennent. Alors dites-moi, le contexte économique, il est très porteur pour les banques parce qu'on est en train de retrouver une hiérarchie des taux plus conforme à la théorie économique, c'est-à-dire des taux longs quand même plus élevés, des taux bas, enfin des taux courts qui ne sont plus négatifs. Ça, a priori, c'est normalement bon pour vous. Non, ce qui change fondamentalement par rapport au passé, c'est qu'on a en sortie de crise un triptyque nouveau, celui d'une croissance qui est forte, tant mieux, plus 7% en 2021 et on l'espère, plus 4% en 2022. Une forme ou des formes d'inflation, ça c'est moins heureux, des inflations techniques, des inflations un peu plus structurelles, mais en tout cas c'est en train d'apparaître. Et puis, corrélativement à cela, une nécessaire hausse des taux conduite par les banques centrales. Les taux pour les banques, je l'ai dit et répété, c'est assez neutre. Nous, notre métier, c'est l'intermédiation entre les crédits et l'épargne. Que les taux soient très élevés ou très bas, c'est à peu près neutre. Sauf quand les taux sont négatifs pour vous, parce que les dépôts que vous portez, notamment auprès de la Banque centrale, si on vous rémunère de manière négative, c'est pas bon pour vos résultats. Non, mais vous avez vu, les taux ont baissé au plus bas vers 1% pour le crédit immobilier, lorsque l'épargne était très basse. La Banque centrale a fourni des fonds à taux négatif. Et donc, la marge d'intermédiation, elle est restée constante. Vous savez, j'ai 40 années de travail au Crédit Agricole. J'ai connu les taux à 20%, à 10%, à 5%, à 1%. Pour les banques, c'est neutre. C'est pas neutre pour les acteurs économiques. Les taux bas, c'est mieux pour les emprunteurs. C'est pas bon pour les épargnants qui ne veulent pas prendre de risques, et vice-versa. Avec des taux un peu plus hauts, ça sera un peu plus difficile pour les emprunteurs et bien meilleur pour les épargnants. Alors, la question que tout le monde se pose en voyant ces résultats des banques, qui sont très bons, c'est est-ce qu'ils n'auraient pas pu être encore meilleurs? Est-ce que vous avez gardé des provisions sous le pied? Parce que finalement, vous en aviez constitué beaucoup pendant la crise, c'était votre rôle, et votre rôle de banquier de le faire. Est-ce que vous avez tout repris, ou est-ce que il y a encore suffisamment d'incertitudes pour que vous gardiez des provisions? Les résultats d'une banque doivent être solides, ils doivent être de qualité, mais ils doivent être aussi utiles. C'est quand même deux choses qu'il faut piloter en même temps. Ils sont solides parce qu'effectivement, les banques de façon générale, et le Crédit Agricole en particulier, nous avons passé des provisions prudentielles en 2020-2021 parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus, des provisions sur des encours sains. Et ce qui a fait baisser le coût du risque en 2022, c'est pas qu'on les ait repris, c'est que le flux de nouvelles provisions ou de nouvelles pertes a fortement baissé. Donc nous sommes restés au moins aussi prudents que dans le passé, mais en constatant dans nos comptes que l'économie va mieux et que donc nous avons moins provisionné. Ce qui compte pour nous, c'est l'utilité, c'est-à-dire la capacité à mobiliser ces fonds-là vers l'économie. Et dans un groupe comme le nôtre, nous sommes particulièrement bien placés parce que vous savez que nous sommes un groupe à stature coopérative mutualiste. Plus des 3/4 de nos résultats sont conservés et donc pourront être réinjectés dans l'économie et dans les transitions. Et donc, ce que nous essayons de piloter dans le temps, c'est réellement cette boucle solidité-utilité et encore boucler encore avec solidité et utilité. Alors, le Crédit Agricole, vous êtes la première banque en France, la BNP Paribas étant la première banque française puisqu'elle a une dimension plus internationale que vous. Première banque en France, donc vous êtes bien placé pour nous dire comment vont aujourd'hui nos entreprises? Est-ce que ce sont vos clients? Vous en avez partout. Est-ce que vous êtes confiants parce qu'elles ont reconstitué leur trésorerie grâce notamment au PGE, parce qu'elles ont plein d'idées, plein d'innovations, plein de projets? Ou est-ce que les choses
peut-être pourrait commencer un peu à dérailler à cause de l'inflation, du niveau... Je ne sais pas, quel est votre sentiment aujourd'hui? Le sentiment, c'est que l'avenir est toujours plus incertain que le passé, ça va de soi, mais ça va bien. On a des chefs d'entreprise qui ont su passer la crise, qui ont fait preuve de beaucoup de résilience et de courage dans cette période-là. Ils ont été aidés par l'État, par les pouvoirs publics, ils ont été soutenus par les banques, et donc on a un contexte de croissance possible, de réinvestissement qui est très fort. Ouais. Ce qui est très important, c'est que la dette a augmenté, mais les trésoreries avec. Et donc, il y a une capacité aujourd'hui à pouvoir investir et se projeter qui fait qu'on peut rester vraiment très optimiste. Alors, vous parliez de la dette qui a augmenté, celle des entreprises, celle aussi des États et de l'État français en particulier. Il y a cette dette colossale qui a été accumulée par les agents publics et privés. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce qu'il y a un risque systémique? Les banques centrales qui commencent à, pour lutter contre l'inflation, relever les taux. Est-ce qu'elle vous fait peur, ce niveau? Est-ce qu'il vous fait peur ce niveau d'endettement? Non, parce qu'il n'y a rien de caché. La dette d'État, ça existe depuis très longtemps. Voilà, elle atteint 116, 117% pour la France, c'est beaucoup. Oui, mais il y avait déjà 2000 milliards de dettes de l'État français avant la crise, donc les niveaux sont importants. Lorsque cette dette s'accroît, il y a un prix qui est payé, qui est transparent. C'est celui d'un réajustement par les prix, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas pousser toujours plus de dettes et pour cela plus de création monétaire sans réajustement par les prix. Donc on peut vivre avec plus de dettes, mais il y a de l'inflation qui revient et du coup, il y a légitimement de la part des banques centrales la nécessité de maîtriser cela et de réaugmenter le taux. La bonne nouvelle, c'est que c'est maîtrisé. C'est-à-dire que tout ceci peut être fait de façon très progressive. Vous êtes sûr, parce qu'on a tous vécu ensemble la crise de 2007-2008, là on commence à voir les taux d'intérêt, les taux obligataires sur les dettes comme italiennes ou grecques qui commencent à monter dangereusement. Il n'y a pas un risque systémique sur le système monétaire et bancaire? Je ne pense pas. Celle de 2007-2008, il faut dire les choses simplement. On l'a oublié, c'est les subprimes américains. Ces crédits irresponsables qui se sont disséminés sur la terre. Donc ça ne devrait pas revenir. Après 2012, il y a eu aussi... 2012, c'est la crise de la dette souveraine, mais dans un contexte où, je le rappelle, avant que Mario Draghi change la donne, les banques centrales, et la nôtre en particulier, s'étaient déclarées non prêteurs en dernier ressort. Vrai. Dès lors que vous êtes prêteur en dernier ressort, vous rassurez les systèmes, mais il y a un prix à payer. Si vous êtes trop accommodant en termes de politique monétaire, il y a de l'inflation, il y a des prix qui remontent. Donc, on n'a rien sans rien, mais le risque de crise, au sens de rupture, il y a plus d'incertitude que de risque de crise, pour simplifier. Comment vous analysez l'inflation? Tout à l'heure, vous l'avez évoqué rapidement, mais c'est une inflation provisoire, transitoire, pénurie, décalage des transports maritimes, etc. Ou bien ça peut être une inflation qui s'installe, on l'a vécu dans les années 70, on sait à quel point, une fois que le dentifrice est sorti du tube, c'est difficile de l'y faire rentrer. Alors, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a 3 couches ou 3 niveaux d'inflation. Il y a une inflation technique, celle de la supply chain, c'est-à-dire la capacité à obtenir, au fond, les approvisionnements autour de la planète. Il y a une crise du prix de l'énergie qui s'est rajoutée, ça n'a rien à voir avec le reste. Et puis, il y a ce réajustement qui est celui que vous évoquez, c'est-à-dire qu'il y a plus de monnaie dans le système qui ne sera pas retirée. Eh bien, il y a un rééquilibrage par les prix qui est one shot. La question de l'inflation qui reste une question, c'est est-ce qu'il y aura un cycle qui va être non vertueux entre les coûts de production et les prix? Ça, c'est une affaire de comportement et c'est difficile de le prévoir. Ouais, difficile de le prévoir, l'anticipation d'inflation, c'est ça. Vous avez accepté de jouer le jeu, vous aussi, des grands patrons que nous recevons jusqu'à l'élection présidentielle. Une mesure pour faire réussir la France. Cette mesure, pour moi... BFM Business, une mesure pour faire réussir la France. Et la mesure de Philippe Brassac, le directeur général du Crédit Agricole? C'est de proclamer le devoir d'universalité. C'est-à-dire au fond, préférer le partout et pour tous que cette culture dominante de l'optimisation permanente partout qui nous amène à arbitrer, souvent de façon court-termiste, souvent en privilégiant la performance financière et qui crée des fractures et qui abîme la société. Donc, le devoir d'universalité, ce n'est pas un défaut d'optimisation, c'est une philosophie d'action. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer les critères, par exemple, d'appréciation. Par exemple, aujourd'hui, le Crédit Agricole, vous donnez vos résultats financiers. Il faudrait que vous donniez aussi, à côté, vos résultats RSE, par exemple. Ça veut dire quoi? Oui, il faut pouvoir justifier, c'est le cas, que nous restons présents dans tous les territoires, auprès de toutes les clientèles, des plus fortunés aux plus modestes, et qu'on ne se concentre pas sur ce qui rapporte le plus à l'instant. Je pense que l'universalité, c'est une philosophie de dirigeants et d'action qui est utile
au fond, à la société et au développement harmonieux. Alors c'est intéressant parce que vous avez un peu le double statut, vous êtes à la fois coté, en même temps vous êtes ce statut un peu coopératif. C'est comme ça qu'on arrive à tenir les deux bouts? C'est pas un double statut, c'est-à-dire que le groupe est coopératif et mutualiste, c'est la société cotée a comme actionnaire majoritaire les banques coopératives et mutualistes du groupe. Ce qui veut dire une nouvelle fois que nos résultats, ils sont conservés par le groupe au service de l'économie parce que nous les réinjectons systématiquement. Il faudrait que Total prenne votre statut, par exemple? Je ne donne pas de conseils aux autres. Je pense que le principe d'universalité, c'est de se retirer de cette optimisation court-termiste, c'est qui quand même fracture la société. Mais c'est encore comme ça qu'on juge les entreprises quand on publie les résultats. Vous avez vu encore ce matin. Les actionnaires, les marchés comprennent les approches universelles parce qu'elles sont au fond plus résilientes et qu'elles le portent plus dans le temps. C'est vrai, c'est une vraie révolution, faire rentrer dans les esprits, dans les éléments financiers qui sont donnés par les entreprises. Ça serait un changement culturel en tout cas. Ouais, très important. Merci beaucoup Merci Philippe Brassac, directeur général du Crédit Agricole, d'avoir été l'invité de Good Morning Business. Demain, à votre place, le directeur général de L'Oréal, Nicolas Hieronymus, qui commentera ses premiers résultats annuels comme patron de L'Oréal. Tout de suite, il est 8h30, c'est le journal.